Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Zimbabwe va entamer des discussions sur l'apurement de sa dette extérieure en 2020. Objectif, s'acquitter d'une dette de plus de 2 milliards de dollars due à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Sur décision de l'État, plus de 50 000 bacheliers sénégalais seront orientés dans les établissements publics de l'enseignement supérieur. Le gouvernement souhaite ainsi alléger son ardoise auprès des établissements privés de l'enseignement supérieur qui accueillent depuis quelques années des étudiants sous la charge de l'État. Et puis en Afrique du Sud, les associations ne cessent de manifester et d'alerter sur les violences conjugales. D'après des études nationales, toutes les 8 heures, une femme meurt dans le pays sous les coups de son partenaire. Des données jugées alarmantes. Mais tout d'abord, l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, sera enterré le 15 septembre, selon une note officielle du bureau de communication de la présidence zimbabwéenne. Il est décédé à Singapour le vendredi 6 septembre à l'âge de 95 ans. George Charamba, porte-parole du président Emmerson Mnangagwa, a annoncé que sa dépouille devrait arriver au Zimbabwe ce mercredi 11 septembre. Le Zimbabwe organisera des funérailles nationales en l'honneur de l'ancien chef d'État le 14 septembre au Stade national des sports de Harare. Aucune précision n'a été donnée sur le lieu de son inhumation qui se tiendra le lendemain. Le gouvernement zimbabwéen qui va entamer des pourparlers avec ses partenaires au sujet de sa dette extérieure à partir de 2020. Les échanges devront permettre de déboucher sur l'apurement de plus de 2 milliards de dollars d'arriérés de dette dus par le Zimbabwe à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Marcel Farba-Maroun. Des pourparlers entre le gouvernement zimbabwéen et ses partenaires au sujet de sa dette extérieure vont être entamés à partir de 2020 avec des arriérés de dette dus à la Banque mondiale et à la BAD, Banque africaine de développement, estimés à 2 milliards de dollars. Ces discussions devront permettre d'arriver à l'apurement de cette somme. Nous avons besoin d'une sorte de prêt relais ou d'une facilité parce que nous n'avons pas assez de ressources pour être en mesure d'apurer tous les arriérés. Nous avons besoin d'environ 1 milliard de dollars pour combler la dette due à la Banque mondiale et à la BAD. Les autorités zimbabwéennes entendent rétablir la confiance des investisseurs dans un pays dont l'économie est en proie à une inflation évaluée à 175% en juin 2019. Qui fait craindre un retour à la période d'hyperinflation qui a conduit à l'abandon de la monnaie locale en 2009. Un programme visant à rétablir la stabilité par le biais de réformes et la correction des déséquilibres économiques a été convenu entre le gouvernement zimbabwéen et le Fonds monétaire international. Que le Zimbabwe repasse au club de Paris, que le Zimbabwe repasse au club de Londres pour assainir complètement le poids de la dette. Ceci va permettre au pays de retrouver sa crédibilité au niveau des investisseurs, sa crédibilité au niveau des bailleurs et sa crédibilité économique et internationale. Le ministère zimbabwéen des Finances table sur une réduction du budget d'environ 4% du produit intérieur brut pour l'exercice 2019 et 3% pour 2020. Des taux légèrement en dessous des prévisions du FMI qui espère atteindre 5,2% en 2019. Au Sénégal, l'ensemble des 57 130 bacheliers du pays pour cette année académique 2019-2020 seront orientés dans les universités publiques. Décision prise par le gouvernement dans le but de mettre fin aux multiples problèmes liés aux factures dues aux établissements privés de l'enseignement supérieur. Établissements qui accueillent depuis 2013 des étudiants sous la charge de l'État. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Au Sénégal, l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 seront orientés vers les établissements publics de l'enseignement supérieur selon le ministre de tutelle, Cheikh Omar Anne. Sur les 57 130 bacheliers, 52 200 sont déjà orientés via la plateforme Campus Sen. Ceci met fin à l'orientation des nouveaux bacheliers vers les établissements privés. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement du Sénégal réaffirme sa volonté et son engagement à accompagner tout nouveau bachelier qui le souhaite à poursuivre sa formation dans le supérieur. Pour recevoir ces futurs étudiants, l'État s'engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais certaines actions, comme par exemple achever l'ensemble des infrastructures relatives au programme d'extension des universités, terminer la construction et l'équipement de 100 laboratoires scientifiques et réceptionner 7 espaces numériques ouverts. Le recrutement de 200 enseignants est aussi envisagé. Quand ils décident de revenir à la base, de revenir à la réalité première qui est qu'on maintienne qu'on admette les étudiants dans le public,
c'est salutaire, mais ce n'est pas pour le moment possible dans la mesure où les capacités d'accueil ne le permettent pas. Mais en plus, l'état dans lequel se trouvent les universités publiques, je pense que tout le monde sait que les conditions d'un autre surpeuplement, eh bien, ce serait tout simplement une situation qu'on va aggraver davantage, alors que c'est déjà suffisamment grave. Cette nouvelle mesure met fin à la coopération entre l'État du Sénégal et les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces derniers accueillaient jusque-là les nouveaux bacheliers et ce depuis 2013, soit une manne financière d'environ 44 milliards de francs CFA. L'Ougandaise Emma Naluyima et le Sénégalais Baba Dioum sont les lauréats de l'édition 2019 du prix de l'alimentation en Afrique. Choisis parmi près de 200 nominés, ils ont été récompensés pour leurs efforts en faveur de l'innovation agricole et la croissance durable au sein de l'agriculture africaine. Créé en Norvège en 2005, ce prix met en avant les innovations agricoles alliant sécurité alimentaire et opportunités économiques. Les précisions de notre envoyé spécial à Accra, Oliva Diakotan. Le Sénégalais Baba Dioum et l'Ougandaise Emma Naluyima sont les deux lauréats 2019 du prix de l'alimentation en Afrique. Une distinction reçue le 4 septembre à Accra dans le cadre du Forum pour une révolution verte africaine. Entrepreneur agricole sénégalais et forestier, Baba Dioum a été honoré pour ses résultats dans la promotion d'une croissance innovante et durable de l'agriculture, mais aussi de l'agroforesterie. L'agriculture est la principale ressource de notre continent. Il va falloir nécessairement que les politiques, quand je dis les chefs d'État, soient suffisamment avisés pour les porter au niveau de leurs priorités premières. Ensuite, créer maintenant les conditions de la mise en œuvre de ces politiques. C'est ça qui est le plus important. Titulaire d'un doctorat en sciences animales, l'Ougandaise Emma Naluyima s'est lancée dans l'agriculture. Son succès réside dans l'intégration innovante de la production végétale et animale basée sur le recyclage des ressources de sa ferme pour fournir des engrais naturels, des pesticides et du biogaz. Ce prix m'aidera à achever la construction de mon centre dédié à l'enseignement de la technologie à la jeune génération pour élever les défis du secteur agricole, car si nous voulons que l'Afrique bouge, nous devons miser sur la maîtrise de la technologie par la jeunesse. Près de 200 personnes étaient en lice pour l'édition 2019 du prix de l'alimentation en Afrique. Les lauréats repartent avec $100 000 chacun pour continuer à révolutionner le secteur agricole africain. Le Ghana, qui est devenu producteur de pétrole après la découverte de ses premiers gisements offshore en 2007. Découverte qui a permis de donner un coup d'accélérateur à sa croissance économique. Avec l'exploitation de nouveaux champs, le pays devrait voir sa production multipliée par 2 d'ici 2023 et ainsi atteindre 420 000 barils par jour contre 200 000 auparavant. Le pays mise sur l'un de ses importants blocs, celui de Deepwater Tano Cape 3 Points, à Meneji. Au Ghana, en raison de la diversification des activités économiques, le secteur des services, entre autres, représente 48,4% du produit intérieur brut devant l'industrie et l'agriculture. Autre secteur non moins important, celui des hydrocarbures. D'ici 2023, la production de pétrole devrait plus que doubler et atteindre environ 420 000 barils par jour, avec de récentes découvertes qui ont permis d'atténuer les difficultés rencontrées dans le secteur agricole qui repose principalement sur les exportations de cacao. Il faut aller très vite vers la transition économique. Quitter une économie fortement cacaoyère pour aller vers une économie qui sera orientée vers notamment l'exploitation des ressources minières. Elle avait déjà commencé depuis les années 80 avec la production de l'or. Le pétrole ghanéen contribue à positionner le pays parmi les économies du continent qui devraient atteindre 8,8% de croissance en 2019. En septembre 2018, le pays avait acquis des superficies supplémentaires dans la zone maritime qui chevauche sa frontière avec la Côte d'Ivoire au terme d'une bataille judiciaire de près de 10 ans. Beaucoup d'investissements ont été faits en termes de formation des élites ghanéennes dans le secteur de la chaîne de production et d'exploitation pétrolière. Et vous avez un cadre légal et réglementaire qui a été remis à plat parce qu'il y avait des véritables niches en termes de résolution de ces richesses. Le Ghana connaît une croissance importante mais a dû recourir à des ajustements structurels en raison de la montée de l'inflation et d'un déficit important. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Quant au déficit public, il est estimé à 3,7% du produit intérieur brut en 2018 et ce chiffre devrait se creuser pour atteindre 4,3% en 2019 en raison du remboursement des intérêts des prêts garantis par l'État.
Le centre de détention et d'interrogatoire notoire d'Addis Abeba, où sont morts des milliers de prisonniers politiques, a été fermé en 2018. Récemment ouvert au public, l'initiative vise à instaurer un climat de confiance dans un État longtemps miné par les abus et des violations de droits de l'homme. Les ONG de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement éthiopien de faire davantage pour faire face au passé abusif de ce pays. Aïssa Toubari. Le centre de détention de Makelawi en Éthiopie, un nom longtemps synonyme de torture et de peur, est désormais ouvert au public. Une initiative du gouvernement éthiopien dans le cadre de ses efforts pour l'instauration de nouvelles libertés démocratiques dans le pays. Le blogueur Befeqadu Helou, 39 ans, ancien détenu, est venu en touriste visiter ce lieu où se sont déroulés les pires moments de sa vie. C'est la Sibérie, comme l'appellent les prisonniers, parce que ces ouvertures qui permettent à la lumière de pénétrer maintenant n'étaient pas là. Elles étaient bloquées, il n'y avait qu'une petite ampoule juste de l'extérieur, de sorte que la seule source de lumière dans les chambres provenait de ces ampoules, et il faisait généralement sombre et froid. Fermé en 2018, le centre de détention et d'interrogatoire notoire d'Addis Abeba servait de lieu d'intimidation. Dans cette prison, beaucoup de détenus torturés sont morts ou ont perdu à jamais l'usage de leurs membres. C'est le cas de Kefeyale Tefera, un ancien détenu qui a perdu l'usage de ses jambes. Un passé douloureux que tentent d'oublier les victimes. Cette prison est un endroit où des êtres humains ont été torturés, ont perdu des parties de leur corps et leur santé mentale. C'est ici que de nombreuses personnes ont perdu la vie. Il est donc perturbant pour moi de venir ici. L'entrée en fonction du Premier ministre Abiy Ahmed a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population. L'ouverture de la prison au public fait partie d'une série de réformes que le gouvernement éthiopien compte mettre en place pour mettre fin aux violations des droits de l'homme dans le pays. En Afrique du Sud, une femme meurt toutes les 8 heures sous les coups de son conjoint. Des chiffres très alarmants. Les associations ne cessent de manifester et d'alerter sur les violences conjugales qui rongent le pays. Le sujet, longtemps tabou, est de plus en plus abordé dans la sphère publique. Zahra Mohamed Moutiou. Des dizaines de milliers de Sud-Africains rassemblés pour protester contre les violences sexistes. C'était jeudi au Cap, devant le Parlement. Une manifestation massive déclenchée par la mort quelques jours plus tôt d'une étudiante de l'Université du Cap, violée et battue à mort à coups de matraque dans un bureau de poste. L'Afrique du Sud reste particulièrement touchée par les violences conjugales. Toutes les 8 heures, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Le sujet, longtemps tabou, est de plus en plus abordé dans la sphère publique. Je suis là pour faire en sorte que ça change. Je veux voir ce changement. Vous savez, tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a une grande majorité d'hommes qui se lèvent et qui s'unissent contre ces violences et pour soutenir les femmes ici, aujourd'hui. Les femmes et les hommes politiques s'expriment également de plus en plus sur le sujet. Dans un récent discours, le chef de l'État Cyril Ramaphosa a qualifié de crise nationale le nombre de crimes commis contre les femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.